Bien, Monsieur le Président de la Polynésie française, Mesdames, Messieurs, nous avons décidé avec le Président Édouard Fritch de vous présenter ensemble une nouvelle fois, ce matin, la nouvelle étape importante que nous allons franchir dans la gestion de la crise sanitaire. Vous l'aurez compris, nous allons vous parler de la question de la réouverture. Pas seulement, mais on va vous parler de cette question de la Polynésie française aux visiteurs. Mais avant d'aborder ce sujet, il est d'abord nécessaire de remettre en perspective la période qui vient de s'écouler et d'exposer l'actualité des crises successives qui ont été entraînées par le Covid sur notre territoire. Et cela est indispensable pour que nous soyons tous conscients des enjeux qui encadrent le principe d'une réouverture responsable du Fénois. Rappelons-le, le 11 mars 2020, ça a été la première décision que j'ai prise pour faire face au Covid, c'était l'arrêt des escales des paquebots de croisière en Polynésie française. Puis nous avons décidé ensemble, avec le Président, d'une série de mesures visant à protéger le Fénois. Le confinement, l'arrêt des liaisons aériennes, le couvre-feu. Ce furent des mesures très fortes. L'amélioration progressive de la situation avait justifié une réouverture au 15 juillet 2021, en faisant preuve d'innovation d'ailleurs. Nous avions mis en place un dispositif totalement innovant dans le contexte national et même international. Et nous avons innové avec l'introduction de ce qu'on avait appelé le motif impérieux touristique pour préserver la situation économique et sociale du Fénois. Ce motif était venu s'ajouter aux motifs familiaux, professionnels et de santé pour se déplacer. Et cette réouverture s'est faite avec un dispositif de contrôle à l'entrée sur le territoire. Test RT-PCR 3 jours avant l'embarquement, suivi d'un autotest 4 jours après l'entrée sur le territoire, puis avec la plateforme ETIS, mise en place par le pays, qui permettait de tracer tous les nouveaux entrants. Et ce dispositif a fonctionné. Près de 12 000 personnes ont été testées entre le 15 juillet et le 24 août, pour se donner une idée, avec seulement 16 cas importés détectés, dont 11 touristes. Néanmoins, comme partout dans le monde, il y a eu une augmentation brutale de nouveaux cas de coronavirus. Aussi, pour freiner cette reprise, de nouvelles mesures ont été adoptées à compter de la fin du mois de septembre. Le port du masque obligatoire dans tous les commerces et dans les transports publics, la fermeture des établissements festifs, le rétablissement du couvre-feu, l'interdiction des rassemblements. Ces restrictions ont été fortes et ont contraint la vie quotidienne. Et nous assumons ce choix, car il s'est révélé le bon, tout en notant que ces mesures ont permis tout de même de maintenir la vie économique et sociale sur notre territoire. Pendant cette période, et grâce à ces nouvelles dispositions et à l'engagement des soignants, l'hôpital a pu faire face efficacement à l'augmentation des patients et la situation sanitaire s'est ensuite progressivement améliorée. Ainsi, en décembre 2020, la vague de contamination a été brisée grâce aux efforts coordonnés de l'État, du pays, des communes et surtout grâce à l'effort de tous les Polynésiens. Ce sont ainsi les plans communaux de sauvegarde ainsi que les guides sanitaires auxquels nous avons eu l'occasion de dire ce mercredi combien leur action était indispensable et appréciée, qui ont incarné la lutte contre le virus au plus proche des phares de chaque maison. Mais début 2021, les variants ont menacé de façon inattendue et brutale les résultats si chèrement obtenus. Cela a nécessité à nouveau une réaction forte, tant au plan national que local. Le contexte sanitaire mondial a nécessité un quasi-arrêt des déplacements. Et cette hypercontagiosité des variants nous a placés en quelque sorte face à une nouvelle épidémie, dont nous ne connaissons pas grand-chose, il faut le dire, si ce n'est le risque de complications graves qu'elle représente pour les plus fragiles. Et l'État et le pays ont alors mis en place 2 lignes de défense sanitaire, qui restent aujourd'hui d'application. La première ligne de défense consiste à réduire drastiquement les arrivées de passagers sur le territoire. Depuis le 3 février, seules les personnes titulaires d'un motif impérieux, professionnel, de santé ou personnel, familial, peuvent arriver ou partir. Et le Haut-Commissariat assure un contrôle strict de la validité des demandes présentées à ce titre. La deuxième ligne de défense est la période de quarantaine fixée à 10 jours. Elle se déroule soit en site dédié, soit à domicile avec des tests de contrôle. Et le respect de ces quarantaines est contrôlé rigoureusement
par la gendarmerie, la police nationale et les polices municipales, que je félicite pour leur travail dans ce domaine. Au total, ces dispositifs ont eu pour effet de diviser les arrivées par 4 en un mois. On est passé de 800 personnes arrivant par semaine à FAA à 200 arrivées par semaine. Et ça nous a permis de préserver le Fénois de l'introduction massive de variants alors que la vaccination débutait à peine. Au terme de ces mois d'efforts inédits et après une fin d'année très difficile, nous pouvons constater que la situation est enfin maîtrisée en Polynésie française. Nos données sont claires, vérifiées et rassurantes aussi, on peut le dire, puisqu'aujourd'hui nous avons un seul patient en réanimation, nous n'avons plus aucun décès depuis un mois, et un taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants sur une semaine, est inférieur à 10, quand il était supérieur à 20 encore début mars, et il faut se le rappeler, supérieur à 1000 pour 100 000 habitants à l'automne dernier, au plus fort du pic de la crise. C'est une réussite, il faut le dire. Mais c'est la réussite de tous les Polynésiens et de toutes les Polynésiennes. Côté vaccination, le ministère de la Santé du pays mène un travail intensif pour assurer l'administration de près de 1500 doses de vaccins par jour. Le week-end dernier, d'ailleurs, la forte fréquentation du centre de vaccination sous le chapiteau de la présidence a été une nouvelle satisfaction. Mais elle ne suffit pas, car on ne doit pas masquer l'importance de cibler les plus fragiles et les plus âgés d'entre nous. L'État poursuit de son côté les livraisons de vaccins Pfizer à des niveaux élevés, plus de 9000 doses par semaine. Nous espérons aller au-delà et faire en sorte également que d'autres types de vaccins puissent être livrés, mais c'est lié aux homologations au niveau national. Alors c'est vrai que certaines parties du monde ont su conserver une situation sanitaire stable depuis le début. C'est le cas de nos voisins de Nouvelle-Zélande et de Nouvelle-Calédonie. Mais je vous rappelle que cela a été consenti au prix d'un isolement total que la Polynésie ne peut se permettre dans la durée. D'autres également proches de nous ont désormais le ferme espoir d'approcher le bout du tunnel. C'est notamment le cas des États-Unis, où de plus en plus d'Américains sont vaccinés, avec un record de plus de 200 millions de doses injectées en quelques semaines. Avec près de 140 millions de cas confirmés, le monde approche le seuil des 3 millions de morts. C'est considérable. Il y a eu 350 000 morts en un mois, ce qui montre que le danger est toujours là. La France est elle-même dans une situation de forte tension. Près de 40 000 nouveaux cas par jour, 30 000 hospitalisations, près de 6 000 personnes en réanimation. Et le seuil des 100 000 morts, malheureusement, vient d'être franchi au moment où je vous parle. De même, l'Europe se trouve elle-même dans une situation très dégradée. 1 million de cas et 17 000 morts supplémentaires en une semaine. La conséquence, c'est que l'arrêt de l'activité touristique menace la vie économique et sociale du Fénois. S'agissant des entreprises, chacun d'entre vous connaît un Polynésien ou une Polynésienne qui a été contraint de réduire, voire de cesser son activité professionnelle parce que son entreprise traverse des perturbations. Au sens strict, l'industrie touristique rassemble plus de 3600 entreprises qui emploient quasiment 20% des effectifs salariés. Plus largement, le tourisme irrigue tout le tissu économique et social au point que ce secteur représente 42% des recettes venant de l'extérieur. Le risque de réaction en chaîne est donc important sur la durée et c'est notre préoccupation avec le Président. S'agissant des ménages, une étude récente montre que le Covid ne touche pas que les grandes entreprises. Un an après le Covid, la crise a impacté l'emploi de plus du tiers des ménages. La situation financière de la majorité d'entre eux s'est dégradée. 35% des ménages peinent désormais à finir les fins de mois. Et 15% doivent puiser dans leurs économies ou s'endetter. Pour le dire simplement, une fois la crise sanitaire interne maîtrisée, l'enjeu est de répondre à l'urgence économique. Cette perspective impliquait tout d'abord l'accord des autorités nationales de l'État, accord issu d'un important travail que nous avons mené ensemble en amont avec le pays. Mais cet accord de principe a été subordonné à 3 principes fondamentaux qui nous obligent, ainsi qu'à un protocole sanitaire rénové et enrichi. Les principes sur lesquels je vais revenir, c'est d'abord le principe de progressivité,
ensuite de responsabilité et enfin de réversibilité. Progressivité d'abord. Car le virus touche de manière différenciée le monde, comme je viens de vous l'exposer. Pour commencer, nous n'assouplirons les conditions d'accès au territoire que de manière réduite et ciblée. Les marchés qui seront à nouveau autorisés à accéder à la Polynésie seront ceux des pays à risque épidémique limité. Et seuls les transports aériens seront concernés dans un premier temps. Nous allons également nous organiser pour que nos futurs visiteurs soient dans leur immense majorité des personnes vaccinées. Alors, ça signifie que dans ce cadre, la première idée force du protocole sanitaire réouverture est la suivante. C'est la réintroduction du motif impérieux de soutien à l'économie, ce qu'on avait appelé le motif touristique. Cette nouvelle disposition sera effective à compter du 1er mai. Dans le respect du principe de progressivité évoqué précédemment, il ne sera donc valable que pour les seuls territoires de départ identifiés comme étant à risque épidémique maîtrisé. Sur cette base, et en conclusion de nos échanges avec le pays, nous avons fait le choix de n'ouvrir à ce stade qu'aux voyageurs en provenance des États-Unis et ayant séjourné plus d'un mois. Principalement car la vaccination est désormais ouverte à tous et 3 millions de doses sont administrées chaque jour aux États-Unis. À ce stade, donc, seuls les voyageurs utilisant un vecteur aérien seront concernés. Les motifs impérieux nécessaires pour partir et venir de métropole seront en revanche inchangés jusqu'à nouvel ordre et contrôlés par les services du Haut-Commissariat. En effet, la France métropolitaine ne pourra pas à très court terme bénéficier du motif touristique car on ne présente pas à ce stade un risque épidémique maîtrisé. Les taux d'incidence et les taux d'hospitalisation y sont encore, je le disais tout à l'heure, très élevés. Donc, pour résumer, ouverture aux États-Unis du motif touristique qui se rajoute aux 3 autres motifs et pour l'autre destination, France métropolitaine, Europe, disons pour simplifier, maintien des 3 motifs impérieux de façon à éviter tout risque de propagation du virus car le risque est beaucoup plus important. La seconde idée force, c'est qu'une fois autorisés à réaliser leur voyage, les voyageurs seront soumis à un suivi sanitaire extrêmement strict et précis que le Président va vous exposer dans quelques instants lors de son intervention. C'était la condition indispensable pour ouvrir le territoire de manière responsable. Ouverture, oui, mais processus sanitaire strict. Il y aura des tests, on le verra au départ et à l'arrivée, et qui s'inscrivent dans la stratégie qui est la nôtre depuis le début, qui est celle de tester, tracer, isoler. C'est ce qui nous avait conduit à la réouverture l'année dernière, au mois de juillet. Vous pouvez vous en souvenir. Mais retenez dès à présent la distinction claire, qui est la clé de voûte de notre démarche. Les vaccinés ou immunisés bénéficieront d'une plus grande liberté de déplacement que les non-vaccinés, qui seront soumis à une stricte période de quarantaine obligatoire. C'est par cette approche que nous assurerons une reprise économique dans de bonnes conditions, c'est-à-dire une reprise qui équilibre le souci légitime de travailler avec le souci, mais qui est un impératif, qui est celui de préservation de la santé et de la sécurité sanitaire des habitants du Fénois. Après la progressivité, je voudrais parler de responsabilité. Car accueillir à nouveau des visiteurs ne peut pas dire baisser la garde et relâcher notre vigilance. Ce sont des termes qu'on emploie souvent, ne pas baisser la garde, au contraire même. Et les mesures internes qui nous permettent de nous protéger seront donc maintenues. On avait prorogé avec le Président le dispositif jusqu'au 30 avril. Nous continuerons à maintenir en place ces mesures parce que le virus continue à circuler, ouverture ou pas du territoire, continue à circuler sur le territoire, même de façon limitée, et il faut rester très très vigilant pour continuer à se protéger. Et on ne peut pas envisager, face à la contagiosité de certains variants, même s'il y a eu très peu de cas qui sont arrivés chez nous, de se déplacer sans masque, de se rassembler pour faire la fête ou de ne plus respecter les gestes barrières. On doit malheureusement, je dis bien malheureusement, parce qu'on souhaiterait tous que cela s'arrête, mais on doit continuer
à respecter ces principes de précaution. C'est pour ça que nous avons décidé de poursuivre l'application de plusieurs grands blocs, comme ça, de responsabilité sanitaire, qui invitent à la vigilance. C'est le port du masque qui demeure obligatoire, c'est l'interdiction des événements festifs, ainsi que des rassemblements dans l'espace public qui sont limités à 15 personnes. C'est l'ouverture des restaurants toujours soumises au protocole de restauration. C'est les chapiteaux, salles des fêtes et polyvalentes qui sont fermés, etc. Et l'enjeu de la responsabilité, c'est aussi la vaccination. Je voudrais revenir sur ce point. On a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises. La meilleure des protections, c'est l'atteinte de l'immunité collective. Elle ne sera possible qu'avec une large couverture vaccinale dans l'ensemble des archipels. Se vacciner, ce n'est pas une obligation, mais on donne le conseil de se faire vacciner. Parce que c'est ça qui nous protège. On a pu le dire, la vaccination, que ce soit contre le virus, mais contre d'autres maladies, c'est ce qui a évité sur la planète des millions et des millions de morts. Et c'est toujours bien le cas, il faut se faire vacciner. C'est une question aussi de responsabilité. Et c'est pour ça que nous avons demandé hier au Tavana de tout mettre en œuvre pour aider le ministère de la Santé à identifier les plus fragiles, les plus âgés, les plus exposés d'entre nous. Le troisième et dernier principe de notre stratégie, c'est la réversibilité. Car non seulement le virus circule toujours, je le disais, et soyons lucides, il continuera à circuler. Le virus ne va pas disparaître du jour au lendemain. C'est pourquoi, je vous le dis avec force, dans la continuité de toutes nos allocutions précédentes, si ces nouvelles dispositions ne sont pas satisfaisantes, nous n'hésiterons pas à revenir en arrière. Bien sûr, notre objectif commun avec le pays n'est pas d'actionner ce qu'on pourrait baptiser une corde de rappel, en quelque sorte, car cela portera un coup dur à notre territoire, parce que si nous le faisons, c'est avec la ferme volonté de réussir dans la rigueur, toujours, et de concilier toujours cet impératif de protection sanitaire et cet autre impératif qui est celui de sauver notre économie. Et je vais conclure cette déclaration autour de deux mots. Le premier mot, c'est celui d'espoir, toujours. C'est vrai qu'on a eu à certains moments en fin d'année dernière, je pensais aussi que l'espoir était plus proche, que la distance, la sortie du tunnel, comme on dit, se rapprochait. Ça n'a pas été le cas. Mais j'ai bon espoir que sur le plan économique et social, nous allons avoir une amélioration et de la prospérité partagée. Et d'ailleurs, avec le président, nous échangerons bientôt avec les partenaires sociaux pour discuter de ces différents sujets. Mais le deuxième mot, c'est celui aussi de vigilance. Vigilance, et plus précisément de vigilance sanitaire pour tous, résidents, touristes, car sans discipline commune de vie, nous serons à nouveau mis en danger. Parce que des mouvements vont apparaître, il y a des étudiants qui veulent revenir aussi, qui veulent revenir au Fénois, c'est tout à fait légitime. Ça fait partie des motifs impérieux, je prends cet exemple. Mais il faut continuer dans les semaines, dans les mois qui viennent, à se protéger. Et donc l'État veillera au quotidien avec le pays à donner une réalité concrète à cette vigilance et au suivi de près de l'évolution économique. Alors il nous reste beaucoup à faire, c'est un nouveau défi. C'est un nouveau défi. On a su l'année dernière trouver des solutions innovantes ici, au Fénois, spécifiques à notre territoire. Parce que je le répète, parce que souvent on dit on calque les dispositifs nationaux. Non. Ici, à chaque fois, nous avons mis en place des dispositifs spécifiques. Dans le cadre, bien sûr, des règles nationales, ça c'est une évidence. Mais on a su mettre en place des dispositifs spécifiques et nous allons continuer dans cette voie. Et j'espère que cette réouverture sera une belle réussite. Monsieur le Président. Merci bien, Monsieur le Haut-Commissaire. Bonjour à tous, chers amis.